Nous sommes le... Nous sommes le 19/3/2015 et il est vers 16h10. Ça c'est FR3. Nous sommes place de Bordeaux. Et là nous sommes rue Jacques Cablé. Là nous sommes rue Charles Appel. Et ça c'est rue du Haut-Bar. Nous sommes rue Charles Appel.
Nous sommes rue Hermann. Institut universitaire de l'adaptation Clémenceau. Impasse Hermann. Rue Hermann. Samedi. Ah, je sais pas quelle rue on est. Donc nous étions boulevard Clémenceau. Et ça c'est rue de Beach. Donc nous sommes rue de Beach.
lancer sa voiture comme la mienne. Et là, nous sommes rue Jacques Cablé. Là, il y a le lycée Clébert. Strasbourg Gymnastique Sport.
ma voiture. Donc nous sommes le combien? Le 19/3/2015 et nous sommes et et nous sommes à Strasbourg, rue Jacques Cablé. Mettons le moteur en marche.
favorable à la performance de ce compartiment du marché. Dernière question pour ceux qui ont raté jusqu'à présent le train des marchés actions européens. Tout le monde attend là une respiration, une correction pour pouvoir rentrer à meilleur prix. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, Pierre, là, dans la logique du marché aujourd'hui qui est emporté par ces flux? Est-ce qu'il faut effectivement attendre une fenêtre d'opportunité ou est-ce que de toute façon il faut prendre le train en marche là? Écoutez, j'entends effectivement aujourd'hui beaucoup de partenaires nous demandent quand est la fenêtre d'opportunité. Je dois vous dire que on a du mal à prévoir ce genre d'événement. Nous, ce que l'on constate, c'est que on a des marchés qui sont aujourd'hui, qui ont toujours un potentiel haussier. Pour ceux qui sont capables de prendre la fenêtre et de revenir au plus bas, je recommanderais de la prendre. Moi, mon expérience, c'est que finalement, parfois on vend bien, mais on revient jamais. Et il y a un risque à trop attendre. Il y a un risque à trop attendre. On est dans un environnement favorable. Les paramètres sont très bons. Hein. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un euro finalement à des niveaux aussi compétitifs pour l'économie européenne? On n'a jamais vu des taux aussi bas. On a eu une très très belle baisse des matières premières et finalement on a des signes de reprise du cycle européen sur des niveaux très bas aussi, hein, il faut le dire, et avec sûrement un potentiel de bonnes surprises devant nous. Merci beaucoup Pierre. Pierre Pubasset, l'année de l'Europe, donc vous l'aurez compris, effectivement il y a un vent d'optimisme. Il faut bien le dire qu'il souffle aujourd'hui ici au Carrousel du Louvre, donc où se tient la convention annuelle de l'Anacofi. Vincent se retrouvera un petit peu plus tard. C'était donc Pierre Pubasset, porte-parole de la gestion financière de l'échiquier qui était. Merci messieurs, merci Grégoire. On vous retrouve effectivement dans un tout petit quart d'heure avec un autre invité donc depuis cette convention annuelle, cette 11e convention annuelle de l'Anacofi, l'association nationale des conseillers financiers. Dans l'immédiat, il est 16h26 sur BFM Business, c'est Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Hey, le métier de caviste vous passionne? Entreprenez en franchise et rejoignez Cava20, le leader des réseaux de cavistes. C'est vrai ça, pourquoi pas vous? Rendez-vous au salon de la franchise du 22 au 25 mars, porte de Versailles, stand P62. Plus d'informations sur cava20.fr. Depuis plus de 30 ans, Cava20, c'est C-A-V-A-V-I-N. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ce soir, sur BFM Business Télévision, à 21h, Rupert Murdoch, le mania de la presse. Un documentaire 100% éco. Les sagas BFM Business, uniquement sur BFM Business Télévision. Chez Bouygues, sur le canal 153. Regardez RMC Découverte, la plus originale des nouvelles chaînes. Ce soir, à 20h45, on fait les mystères de l'univers. Des éclipses totales aux tempêtes solaires, les savants observent de près notre soleil et n'ont pas froid aux yeux. La soirée spéciale Phénomène solaire, c'est ce soir à 20h45 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, canal 24. À votre avis, est-ce qu'une petite jonquille peut vaincre le cancer? Non? Et si? C'est le symbole de la lutte contre le cancer. Alors pendant tout le mois de mars, faites avancer la recherche. Achetez une jonquille pour Curie. Faites un don contre le cancer. Appelez gratuitement le 3220 et dites Curie. BFM Business, c'est aussi gratuitement à la télé. Définition sur les réseaux ADSL. Chez SFR sur le canal 68. Un chef d'entreprise, il vit pour ses clients. Quand il voit que le business se présente mieux, il ne regarde pas le macro, etc. C'est la réalité. Chez Free sur le canal 80. Il y a une chose qui compte pour les chefs d'entreprise, ce sont les carnets de commandes. Chez Orange sur le canal 104. On a aussi en France des dirigeants qui sont moins technophiles, qui ont une assistante depuis 30 ans et qui n'ont pas de PC sur leur bureau. Chez Bouygues Télécom sur le canal 153. Il y a une génération de dirigeants qui vont à un moment passer à la retraite ou qui sinon faut vraiment qu'ils se modernisent et qui poussent leurs entreprises à se moderniser. Retrouvez toute l'information économique en images sur le canal 34 de la TNT francilienne. On est sur un truc absolument nécessaire et à la française on dit attention, il y a des risques, il ne faut pas y aller. Sur la TNT, les box, le câble ou le satellite, en clair, à la télé, BFM Business. L'heure de vérité approche très rapidement. L'écho en images. BFM Business, la France a tout pour réussir. Les marchés avec Fédéral Finance Gestion, spécialiste de la gestion d'actifs, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea.
La tendance un petit peu plus d'une heure de la clôture à la bourse de Paris, toujours négative mais de très peu, moins 0,22% sur le CAC 40, 5021 points. On digère le communiqué de la Fed, le fait que la Fed va finalement relever ses taux, mais pas de façon précipitée. Elle se donne le temps, la Fed, ça se fera en bon ordre et c'est tant mieux. Elle est très prudente et les marchés apprécient cette prudence, mais ils éprouvent le besoin de souffler. D'ailleurs, c'est une situation qu'on trouve un petit peu partout en Europe où on hésite un petit peu entre la hausse et la baisse. À Francfort, par exemple, on perd 0,5% et on a une petite progression de 0,1% à Londres sur le FTSE. Les valeurs qui pèsent quand même sur la tendance à la bourse de Paris, toujours un petit peu les mêmes depuis tout à l'heure. Kering dans le luxe, la distribution au sens large, moins 1,6%, plus forte baisse, suivi de Bouygues dans le BTP, moins 1,57%, et de Schneider Electric qui perd 1,37%. Valeo continue de bien se comporter, l'équipementier automobile qui est la plus forte hausse de ce marché en baisse, plus 1,77, suivi d'Alstom, plus 1,15, et de Société Générale, plus 1,05%. Depuis le début de la séance, les banques sont en progression. Les trois principales banques sont Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Pour ce qui est de l'euro, forte baisse, pratiquement 2% de repli face au dollar. On revient à 1,0665. Et puis le pétrole, repli assez marqué du pétrole. Le brut américain chute de 3% actuellement à $43,32. Voilà donc pour les marchés à 16h31. Le journal de l'économie avec Jaguar Land Rover Fleet & Business. Jaguar Land Rover Fleet & Business, solution automobile pour cadres dirigeants. Et c'est la synthèse, l'heure de la synthèse de l'actualité avec vous, Aurélie Planex. Et le besoin de liquidité de la Grèce est au menu du sommet européen de Bruxelles. Athènes a besoin d'une nouvelle tranche d'aide pour faire face à ces échéances. François Hollande, Angela Merkel ont prévu de s'entretenir avec Alexis Tsipras tout à l'heure, mais la chancelière allemande a déjà prévu qu'il ne fallait pas s'attendre à un accord ce soir. Les médecins déçus après leur rendez-vous à Matignon, après leur manifestation de dimanche, ils ont été reçus à la mi-journée par Manuel Valls et Marisol Touraine. Les professionnels de santé libéraux protestent contre le projet de loi de santé qui prévoit notamment la généralisation du tiers payant. Manuel Valls leur propose un point d'étape après la première lecture à l'Assemblée. Le principal syndicat de médecins dénonce l'échec de la concertation. Il appelle maintenant au retrait de la loi et appelle également à la grève pour le 31 mars. 2700 emplois supplémentaires seront créés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, annonce de Manuel Valls ce matin. Le projet de loi sur le renseignement a été présenté en Conseil des ministres. Il prévoit notamment de faciliter les écoutes et l'accès aux mails. Les opérateurs devront également signaler à l'avenir les connexions suspectes. L'État islamique revendique l'attaque du musée du Bardo à Tunis dans un enregistrement audio. L'attaque d'hier a fait 21 morts, dont 2 Français. Les 2 assaillants ont été identifiés, mais leur appartenance à un mouvement terroriste n'était pas établie. Par ailleurs, 9 suspects ont été interpellés en Tunisie. Ils sont susceptibles d'avoir été en relation avec les 2 meurtriers. Bernard Cazeneuve se rendra vendredi à Tunis pour rencontrer le ministre tunisien de l'Intérieur. L'actualité des entreprises, les discussions se poursuivent pour tenter de sauver la fusion Lafarge-Holcim. Le PDG de Lafarge, qui serait sur la sellette, estime qu'un équilibre de la gouvernance est impératif pour une fusion entre égaux. Bruno Lafont dit qu'il ne laissera pas les coups bas mettre en péril la création d'un groupe unique pour le secteur. Arnaud Montebourg, lui, poursuit sa reconversion. L'ex-ministre du redressement productif vient d'être nommé vice-président d'Habitat. Il sera en charge de l'innovation au sein de la chaîne d'ameublement. Le 3e tour du programme de prêt long terme de la BCE a été un succès. Près de 98 milliards d'euros prêtés à 143 banques, montant supérieur aux attentes. Un nouveau patron pour l'UIMM, Alexandre Sobo, le patron de l'autre groupe, vient d'être élu pour 3 ans à la tête de la puissante fédération de la métallurgie. Il succède à Frédéric Saint-Jean, devenu président du comité de surveillance de la SNCF. C'est la plus grosse acquisition jamais réalisée par Interparfums. Le groupe rachète Rochas auprès de l'américain Procter & Gamble. Un montant de l'opération, 108 millions de dollars. Puis la mairie de Paris a demandé la mise en place de la circulation alternée demain dans la capitale, ainsi que la gratuité des transports publics. En cause la persistance d'un épisode de pollution particules fines. C'est maintenant à l'État de trancher. BFM Business, 16h34. BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Vincent Touraine. Et temps de faire un nouveau point sur la séance à New York avec Sabrina Quagliozzi qui nous attend au Nasdaq. Sabrina, on tend de plus en plus vers la baisse. On était partagé tout à l'heure, mais là on voit quand même que le Dow est assez nettement dans le rouge.
Ouais, effectivement, ça s'accélère sur l'indice Dow Jones. On est sur les plus bas niveaux de la séance. On est passé sous le seuil des 18 000, moins 0,7% sur l'indice des 7 951 points pour le moment. Le S&P 500 de son côté recule de 0,5%, 2088 points. Seul l'indice Nasdaq est en hausse, donc plus 0,1%, 4 986 points. Des marchés qui continuent bien sûr de digérer les annonces de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, qui a décidé d'enlever patient de son communiqué, même si elle a souligné que la Fed continue à être patiente pendant encore un petit moment et que ses actions dépendront des données économiques. Et il est vrai que ces derniers temps, on a eu des chiffres qui étaient plutôt mitigés. D'ailleurs, si on regarde du côté des attentes des économistes maintenant, eh bien on a repoussé les prévisions de remontée de hausse de taux d'intérêt ici aux États-Unis de juin à septembre. On continue donc de digérer ces annonces avec un marché pétrolier également toujours sur le devant de la scène. Vous avez le baril de brut qui continue de reculer. Ça pèse sur le secteur. Chevron fait partie des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones, moins 1,5%. Vous avez Exxon également qui est sous pression, moins 1,5%. Et sur le Dow Jones, vous avez aussi Apple pour sa première journée de cotation sur l'indice vedette de Wall Street qui est en repli, moins 0,5%. Très rapidement, les autres valeurs que l'on regarde, vous avez eBay avec Piper Jaffray qui a baissé sa recommandation sur le titre. eBay perd 0,5%, citant la concurrence sur PayPal. Et puis vous avez Lennar avec des résultats qui sont pourtant supérieurs aux attentes. Le titre n'en profite pas. Enfin, on termine rapidement avec Tesla, plus 0,3%. On attend une conférence de presse d'Elon Musk pour des détails sur un upgrade de son logiciel. Et en attendant, le titre prend 0,2%, Vincent. Merci Sabrina, que l'on retrouve depuis le Nasdaq dans une quarantaine de minutes. Il est 16h36 sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on retrouve Grégoire Favet en duplex de la convention annuelle de l'Anacofi. Et la convention annuelle de l'Anacofi qui se poursuit donc ici au Carrousel du Louvre à Paris. On est à présent sur le stand de la française avec le responsable du pôle flexible de la française. C'est Gilles Ménard qui est avec nous. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, quel début d'année sur les actions et sur les actions européennes notamment. Là, enfin, je veux dire, il y a encore 3-4 mois, personne n'imaginait ce scénario. Plus 25% en 2 mois et demi, 3 mois à peine. Enfin, c'est ce qu'on peut faire en performance dans un monde normal en 12-18 mois normalement. Oui, tout à fait. Effectivement, on a connu un début d'année particulièrement euphorique sur les classes d'actifs risqués et notamment sur les classes d'actifs actions, avec effectivement un prisme action européenne très marqué. On l'a vu dans les flux en fait qui ont été massifs sur la classe d'actifs actions européenne depuis 8 semaines. On a eu 8 semaines de flux entrants sur les actions européennes et on voit également que les investisseurs se positionnent véritablement sur cette classe d'actifs-là. Aujourd'hui, les investisseurs ont eu tendance à sortir les actions américaines de leur portefeuille, en tout cas à réduire l'exposition américaine pour des questions de valorisation, d'indicateurs avancés, on pourra en discuter un petit peu plus tard, et également à revenir sur les actions européennes qui le jugeaient relativement attractives en termes de valorisation et pour lesquelles on avait également un momentum macro-micro très favorable. Ça fait peur, Gilles. Ça fait peur parce qu'on n'est plus habitué en Europe, qu'on est traumatisé par des années de crise et qu'on a du mal à se dire que ça peut continuer. Alors à ce rythme-là, certainement pas, mais à se dire qu'il y a encore du potentiel. Voilà, c'est vraiment la notion de tempo, de rythme qui est à mon avis importante dans votre question, c'est-à-dire que on pense qu'effectivement que la classe d'actifs a encore du potentiel, simplement le tempo sera probablement pas celui qu'on vient de vivre au cours des 2 derniers mois. On a eu des performances exceptionnelles comme vous le mentionniez et on pense effectivement qu'on peut avoir des respirations, ça serait assez légitime, voire un regain de volatilité, c'est quelque chose que l'on pourrait vivre et donc ce sont des éléments qui nous poussent aujourd'hui à réduire un petit peu la voilure, à prendre des bénéfices, c'est ce qu'on fait au sein du pôle flexible pour effectivement se laisser un peu de marge pour pouvoir revenir dans un environnement un peu plus attractif en termes de valorisation notamment. Est-ce qu'il faut, alors là aussi le consensus est très fort depuis le début d'année sur les actions européennes et à l'inverse très fort aussi sur le fait que peut-être que l'histoire est terminée à Wall Street. Est-ce qu'il faut enterrer Wall Street aujourd'hui, Gilles? On a vu la séance d'hier, dès que la Fed commence à remettre un peu d'incertitude et montrer un peu plus de prudence peut-être que prévu sur le timing de la hausse de taux, on voit le marché qui prend 2%, on voit le dollar qui s'effondre à nouveau. Bref, le trade
trade consensuel qui se renverse comme ça très, très violemment. Est-ce qu'il faut enterrer aujourd'hui les actions américaines? Non, bien évidemment. Effectivement, on a toujours une croissance américaine qui est là, hein, même si elle est effectivement plus modérée. Janet Yellen hier a bien insisté sur le fait qu'effectivement on révisait à la baisse les prévisions de croissance et d'inflation pour la zone américaine. Les parités de change sont une des raisons pour diffuser ce type de message. Les valorisations des actions américaines, bien évidemment, aujourd'hui ne sont plus généreuses. On se paye à peu près 17 fois et demi les earnings. On a effectivement également un momentum micro qui est quand même relativement dégradé aujourd'hui, puisqu'on s'attend aujourd'hui à une croissance des earnings de la zone US, action américaine de l'ordre de 5%, et on a des révisions baissières depuis un certain nombre de semaines. Donc ça, c'est pas effectivement quelque chose de très positif sur l'angle micro. Voilà, on a des indicateurs avancés qui sont un petit peu mitigés, à l'exception de l'emploi, puisqu'effectivement c'est la seule composante sur laquelle on a quand même une visibilité un peu plus forte. On sent quand même que ça repart. Est-ce qu'il y a un risque d'accident? C'est ça la question, parce que on sait que si Wall Street ne fait pas grand-chose, ça peut laisser la place effectivement pour les actions européennes. S'il y a un vrai accident à moins 10, moins 15, avec un peu de panique, parce qu'il y a du levier dans ce marché, ça peut aller très vite. Est-ce que ce risque il existe aujourd'hui? Alors, il existe forcément. Enfin, la notion de risque, le risque est toujours là, bien évidemment, mais c'est pas notre scénario aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plutôt une vision. On imagine effectivement plutôt un scénario ventre mou sur les actions américaines, avec des actions qui font pas grand-chose, voire qui progressent à hauteur des croissances bénéficiaires. Et par contre, une dynamique sur les actions européennes un peu plus forte, parce qu'on a ce momentum macro qui s'améliore. On l'a vu dans les indicateurs avancés qui ont été publiés ces derniers temps, et un momentum micro également sur les croissances bénéficiaires des sociétés européennes, qui lui est un petit peu supérieur à ce qu'on attend sur la zone américaine. Alors, je précise simplement qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la certitude justement que ces earnings sont bien là. On le verra, comme on en a discuté tout à l'heure, aux alentours de la mi-avril. Le rendez-vous c'est avril. Le rendez-vous c'est avril, effectivement, et là on verra si les parités de change, si la baisse des matières premières sont des éléments effectivement très puissants pour justifier aujourd'hui d'une revalorisation très forte des actions européennes par les PE en fait, par les earnings. Par les bénéfices. Oui. Ces effets d'euro faible et de pétrole, à un moment ils vont s'estomper. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que ces effets sont intégrés, alors c'est vrai que les analystes sont peut-être un peu en retard là-dessus aujourd'hui, mais à un moment ça viendra. Qu'est-ce qui se passe après? Alors c'est vrai que les analystes ont souvent tendance à ne pas anticiper de manière très agressive ces mouvements-là. Alors sur le fait qu'aujourd'hui on ait fini les mouvements, que ce soit sur l'euro-dollar ou sur le pétrole, c'est très difficile à dire. Il y a ceux qui prévoyaient le pétrole à $120 il n'y a pas si longtemps que ça aujourd'hui révisent et on voit des analyses à $30, $20. Donc c'est quand même très compliqué. C'est pas notre métier en tant que tel aujourd'hui de nous engager sur ce type de conviction. En revanche, effectivement, ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a une tendance qui est assez marquée. On pense effectivement que sur l'euro-dollar, on a fait des beaux points et donc on avait des positions qui étaient effectivement, on vendait l'euro, on achetait le dollar. Ces positions ont été réduites dans nos portefeuilles flexibles de manière générale parce que sur 1,04, on considérait qu'on avait déjà fait une bonne partie du mouvement. Comme vous le disiez, il peut toujours y avoir de l'exagération. On peut imaginer effectivement des mouvements qui s'accentuent, qui s'amplifient parce qu'il y a des positions de hedge, parce qu'il y a, voilà, on peut avoir ce type de mouvement, mais aujourd'hui, on pense qu'on a déjà fait une bonne partie du mouvement. Il faut se rappeler qu'on était à 1,30, 1,40 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a fait un énorme mouvement et on verra effectivement mi-avril si ce mouvement-là se reflète véritablement dans les résultats des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder aujourd'hui que l'Europe? Parce que c'est vrai que c'est le gros point de focalisation des investisseurs, mais est-ce qu'il faut, alors qu'on a des marchés mondiaux qui sont quasiment au plus haut, il y a quand même quelques marchés là dans les émergents qui sont un peu en retard. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez un œil, je sais pas, sur le Brésil, sur d'autres marchés, ou au contraire des marchés qui font très bien comme l'Inde? Est-ce que là aussi ça peut être des petits drivers, des petites clés de performance en plus là pour des gestions flexibles? Bien sûr. Alors ce qu'on peut dire effectivement, c'est que chez nous, à la française, aujourd'hui, on a un prisme banque centrale, politique monétaire accommodant. Donc j'achète le QI. Exactement. On privilégie effectivement les zones sur lesquelles le QI est en place et le moins avancé, on va dire. Donc on aime bien l'Europe, bien évidemment, puisque le QI est lancé depuis peu de temps finalement. Il y a encore beaucoup de choses à venir. On aime bien le Japon, puisqu'effectivement on a une banque centrale japonaise qui est très puissante et qui intervient de manière assez offensive. Donc on aime bien également ces zones-là. Sur les émergents, on a une vision un peu plus prudente à court terme. Effectivement, on sort d'une période quand même très déprimée. Les valorisations pour le coup ne sont pas chères. On a effectivement un côté un peu deep value de la classe d'actifs, que ce soit d'ailleurs sur la partie action que sur la partie taux. On pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. On revient pas de manière très agressive aujourd'hui sur les emerging markets. En revanche, on se dit qu'effectivement, peut-être au second semestre, on aura peut-être quelque chose d'un peu mieux. Alors, en ce qui concerne les zones ou les
les pays à proprement parler. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à privilégier des gestions un peu globales, plutôt des zones géographiques plutôt que des pays. Sur l'Inde, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on a joué aujourd'hui, mais il y a des choses à faire à côté, en dehors de ces zones-là. Il y a des choses un peu typées sur des zones géographiques qui permettent de jouer quand même la croissance émergente. Bon, si on résume la situation, Gilles, là, on a compris, vous avez un petit peu allégé le risque action, on va dire, sur l'Europe, notamment avec le récent rallye qui a été très très puissant. L'idée, c'est qu'on va avoir des portes d'entrée, comme on dit, des respirations, des trous d'air. Il faudra pas trop en attendre non plus. Enfin, je veux dire, les grandes soldes, on vend tout à moins 40%, ça n'arrivera pas, ça. C'est pas le scénario central aujourd'hui, très clairement. Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que à la française, par exemple, sur le fonds flagship patrimoine flexible, la française patrimoine flexible, on est arrivé début d'année, juste avant le QE Banque Centrale, avec un niveau d'exposition actions aux alentours de 60, qui est proche de notre maximum réglementaire. Et on a effectivement profité de cette envolée des actifs européens, notamment equity, pour réduire la voilure. Ça nous semble assez sage dans une approche de préservation des performances et du capital de nos investisseurs. Donc on a réduit la voilure. On garde aujourd'hui un prisme action japonaise, action européenne qui est notre principal pari. Je dirais 90% de notre exposition action aujourd'hui est concentrée sur les actions européennes, avec quelques tilts sectoriels, par exemple sur les valeurs bancaires aujourd'hui qu'on aime bien, qui sont effectivement, il y a encore de la place aussi en termes de valorisation. Géographique aussi, quand on voit que le DAX fait plus 25 et que l'IBEX à Madrid ne fait que plus 8%, là on voit qu'il y a des disparités géographiques aussi qui sont... C'est clair, avec là aussi un effet devise très fort. Le DAX bénéficie bien évidemment très largement de la baisse de l'euro, donc c'est des choses qui effectivement sont très intéressantes à jouer dans les portefeuilles. Voilà, avec, comme vous le disiez, des possibilités de retour qui peuvent être aussi très fortes. On peut imaginer aussi des retours à la moyenne, des modérations dans l'amplitude des mouvements qui peuvent se faire. Merci beaucoup Gilles Ménard qui était avec nous, donc responsable du pôle flexible de la Française. Merci messieurs, merci Grégoire. On vous retrouve dans quelques minutes avec un nouvel invité depuis cette convention annuelle de l'Anacofi. Dans l'immédiat, il est 16h46 sur BFM Business, c'est Intégral Bourse. Partout en France, BFM Business, numéro 1 sur l'économie. À Lille, 96.4. Un nouveau point sur la séance à la Bourse de Paris à 3 quarts d'heure maintenant de la clôture. On est toujours dans le rouge, moins 0,28%. La situation évolue très peu depuis une heure ou deux. On reste en très légère baisse, mais on garde le cap des 5000 points. C'est ce qu'il faut retenir. 5019 points, tout cela bien entendu, au lendemain du discours de Janet Yellen, la patronne de la Fed qui a retiré le terme patient de son communiqué, mais qui précise ne pas être impatiente pour autant de relever ses taux. Donc ça va pas arriver demain sur les bons taux, en tout cas pas au mois d'avril, peut-être au mois de juin, mais plus probablement au mois de septembre. Tout ça, c'est à peu près conforme à ce qu'attendaient les marchés qui sont rassurés par cette prudence de la première banque centrale au monde. Ailleurs, en Europe, on est mitigé, on perd à 0,5% sur le DAX Xetra, donc à Francfort, mais on gagne un petit 0,2% à Londres. Donc les marchés européens sont à peu près dans la même expectative. Pour ce qui est des plus fortes baisses sur le CAC 40, c'est toujours Kering dans le luxe, la distribution qui est la plus forte baisse, moins 1,60%, suivi de Bouygues, les BTP, les télécoms, moins 1,39%, ArcelorMittal est la troisième plus forte baisse à présent, moins 1,42%. Du côté des hausses, Valeo, pratiquement 2% de hausse, ça c'est une constante depuis le début de la séance. L'équipementier automobile, Alstom gagne 1,24 et toujours les bancaires, avec en tête de ces bancaires BNP Paribas qui progresse de 1,21%, mais très proche derrière BNP, on a Société Générale ou encore Crédit Agricole. L'euro est en forte baisse, plus de 2% de repli face au dollar, on est à 1,0632. BFM Business, Intégral Bourse, replay. Et ce replay, c'est avec Eric Muller qui était dans nos studios tout à l'heure, spécialiste produits obligataires chez JP Morgan Asset Management. Eric Muller qui revenait sur la politique monétaire menée actuellement par les deux plus grandes banques centrales mondiales, c'est-à-dire la Fed et la BCE. Depuis le début de l'année, on a eu à peu près 31 actions de banques centrales pour une vingtaine de banques centrales qui ont baissé les taux. Ça comprend les mesures sur les taux d'intérêt.
au-delà de ça, il y a des mesures sur la quantité de monnaie injectée ou les opérations de quantitative easing de la BCE, par exemple. Voilà, c'est ce qui est le plus spectaculaire, ce que fait la BCE en ce moment. Elle a commencé à faire la BCE. Voilà, tout à fait, c'est le point le plus fort. Elle a commencé rapidement. Elle avait commencé de manière décalée dans le mois de mars, c'est les achats de papier d'État, et donc elle a voulu donner le signal qu'elle remplirait son contrat tel qu'annoncé dès le mois de mars avec 60 milliards par mois. Alors l'autre banque centrale dont on parle, c'est la Fed qui va faire l'inverse, qui va remonter ses taux. Quel est votre scénario après ce que l'on a entendu de Janet Yellen hier chez JP Morgan Asset Management? Vous penchez pour un déclenchement du processus en juin ou en septembre? Plutôt en septembre. On avait cette position dans nos portefeuilles en pensant que ce serait plutôt septembre que juin, parce que depuis le début de l'année, les nouvelles macroéconomiques aux États-Unis ont subi un certain tassement. D'un côté, on avait des données de l'emploi qui étaient assez bonnes,